Imaginez-vous être sur un navire en haute mer où la destination est inconnue, mais l'aventure et les découvertes sont garanties. C'est un peu ce que notre invité du jour, Bissane Ghadar, a vécu tout au long de sa vie. Originaire de Beyrouth, elle a navigué à travers plusieurs pays, découvrant de nouvelles cultures, avant de finalement jeter l'ancre en Côte d'Ivoire, où elle a fondé sa famille et poursuit sa carrière d'enseignante. Aujourd'hui, il est là pour partager avec nous ses histoires de voyage, ses expériences culturelles et ses observations sur la vie en Côte d'Ivoire et au Liban. Bienvenue dans Sawa. Bonsoir Bissane et bienvenue dans Sawa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va partir du tout début, au Liban, à Beyrouth, où vous allez naître dans les années 80. Vous vous appelez alors Bissane Ghadar Chami. Que signifie chacun de ces noms? Alors c'est un mélange qui prouve un petit peu mon identité arabe parce que Bissane, mon prénom, signifie en même temps, c'est un territoire, c'est une terre en fait, en Palestine, qui est occupée aujourd'hui par l'ennemi. Et que a repris d'ailleurs Férouz dans une de ses chansons qui s'appelle Khouzouni ila Bissane, ramenez-moi à Bissane. C'est aussi une fleur perse, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Et Chami signifie, ça vient de Cham, qui veut dire la Syrie, la grande Syrie. Quand on cherche dans notre histoire, on sait que le Liban, en tant que pays, n'existait pas avant, mais qu'il y avait plusieurs pays qui s'appelaient Bilad et Cham, les pays du Levant, les pays de Cham, de la Grande Syrie, c'était un peu ça. Donc en fait, vous êtes un melting pot de plusieurs cultures. Voilà, c'est ça. Okay. Et Ghadar, c'est mon nom de mariée. Voilà. Ok. Donc on va poursuivre avec notre petit voyage en mer, en marquant un petit arrêt, sinon un long arrêt de 10 ans en France, parce que vous avez passé 10 ans en France, après avoir fait d'autres pays comme la Tunisie ou encore Chypre. Quand on est un enfant qui n'arrive pas à poser ses bagages plus d'1 ou 2 ans dans un pays, comment est-ce qu'on se sent? Oui, c'est vrai que ça a été la Chypre, la Tunisie, même la France avant que j'aille y vivre, j'y avais fait aussi un saut. Ce n'est pas facile. Je pense que bon, on suit ses parents, on s'en rend pas compte au départ. Mais à la longue, en fait, quand j'ai fini par m'établir au Liban pour quelques années et puis en France pour quelques années, j'ai compris en voyant les autres enfants que eux, ils avaient déjà des amitiés et que moi, j'arrivais et qu'il fallait que je reconstruise quelque chose. Et ça a toujours été, on va dire, la difficulté. Mais ça nous apprend aussi à aller vers l'autre, même quand on ne le connaît pas, à s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres religions. Et c'est un plus, c'est une richesse. Ça a aussi des avantages en fait. Voilà, c'est une richesse et c'est ce qui a fait, voilà, c'est ce qui fait ma personnalité et celle de mes frères et sœurs aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire qu'on est plus apte à s'adapter aussi quand c'est comme ça. Donc finalement, vous avez eu des qualités juste à cause de cette expérience-là. Voilà, c'est-à-dire que ça m'a aidé à m'adapter un peu partout. C'était difficile, mais on est obligé de s'adapter. Donc justement, vous avez prouvé que vous pouvez vous adapter parce que vous avez fait 10 ans en France et vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous avez vraiment baigné dans le système français quand vous étiez en France. Quand vous retournez en Côte d'Ivoire, quelle différence est-ce que vous pouvez poser dans le système éducatif français et dans le système éducatif ivoirien? Alors, je n'ai pas trop baigné aussi dans le système libanais, mais j'avais fait quelques années. Ça fait qu'en fait, le système libanais, lui, est beaucoup construit sur l'histoire du pays, les valeurs, etc. Ensuite, on arrive en France où c'est le système laïque. Et puis, on est là, liberté, égalité, fraternité, ouverture à la tolérance, etc. Et en fait, les deux, je les ai portés avec moi. En Côte d'Ivoire. Et du coup, en fait, je n'ai pas trouvé, parce qu'ici aussi, c'est un pays de valeurs, je trouve. Et je pense que les familles ont été assez accueillantes de ce qui constituait ma personnalité avec ce bagage que j'avais avec moi. Parlant d'opportunités,
Vous me racontiez par exemple en off que votre époux, en 24 heures, il a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous avez vu des opportunités en Côte d'Ivoire et récemment, des personnalités connues françaises ont aménagé en Côte d'Ivoire. Je parle de Maître Gims, de Black M et de Youssoupha bien avant eux. Donc, quand vous voyez cela, quelle opportunité est-ce que vous voyez en Côte d'Ivoire? Sinon, est-ce que vous constatez de véritables opportunités en Côte d'Ivoire? Et est-ce que pour vous, les Ivoiriens n'ont pas conscience de cette valeur-là ou des opportunités de leur pays? Moi, je pense que chacun d'entre nous, quel que soit le pays où il vit, ne considère pas son pays comme le meilleur. Voilà, on n'est jamais prophète chez soi. Voilà, et on a l'impression que toujours l'herbe est plus verte ailleurs. Alors qu'en fait, si on regarde bien, je pense que chaque pays a sa force. Et la Côte d'Ivoire en Afrique joue un rôle de plus en plus important. Et je dirais même presque de plus en plus prépondérant par rapport à ses confrères africains. On va passer à un petit jeu que j'ai concocté qui est très simple. Donc, je donne des idées récurrentes que la masse a sur les Libanais et vous me répondez par vrai ou faux. Oui. Après cela, on fera le défi et l'émission malheureusement sera déjà terminée. Donc, les Libanais sont racistes, vrai ou faux? Non. Donc, faux. Non. Les Libanais ne cèdent qu'entre eux. Quand on a dit non à la première, on a envie de dire non à la deuxième, mais c'est vrai que ils n'arrivent pas toujours à se mélanger au niveau du business. Ils ont besoin de gens qui les comprennent comme eux ils pensent, et c'est parfois compliqué. En fait, ils sont peut-être sur ce chemin-là, mais c'est pas encore gagné. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils cèdent entre eux. Donc c'est un défaut. Je dirais que c'est vrai, mais c'est un défaut. Ok. Les Libanais ne sont pas disciplinés. Ben, ils suivent un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire que les Libanais ne sont pas, voilà, ils s'adaptent. Si les Ivoiriens sont disciplinés, les Libanais le sont. Quand vous regardez les Libanais partout dans le monde, je peux vous dire qu'ils sont obligés de suivre le système partout où ils sont obligés de suivre les règles. Quand il faut être discret, ils sont discrets. Mais c'est vrai que quand même ici, c'est un pays de m'as-tu vu, etc. Et donc, les Libanais, il aime bien aussi un peu les sbroufs et voilà. Les Libanais sont des bosseurs. Oui, okay. Ça, il n'y a rien à dire. Les Libanais aiment la fête. Oui, tout comme les Ivoiriens. D'accord, donc ça c'était le petit jeu. On passe à la dernière question qui met fin à l'émission, le défi Sawa. Donc en tant que professeur qui a eu une formation en lettres modernes et littérature, j'aimerais que vous citiez 3 livres que vous jugez incontournables dans la vie de chaque personne qui regardera cette émission, peu importe le domaine. Et en quoi est-ce que c'est important? Alors déjà, pour un peu de légèreté, je dirais que les Libanais, comme les Ivoiriens, qui ne lisent plus beaucoup d'ailleurs, peuvent commencer par Amélie Nothomb, qui est une auteure belge, qui écrit, qui est très intellectuelle, mais qui arrive à écrire avec une langue très adaptée, facile à comprendre, même si on ne comprend pas tout entre les lignes. Et un de ses premiers romans, c'est Stupeur et Tremblement, qui raconte justement l'ambition d'une jeune femme. Elle parle en fait d'elle, d'une jeune femme qui est allée au Japon pour travailler parce qu'elle est amoureuse du Japon, mais qui n'arrive pas forcément à suivre les codes et qui dégringole dans son métier et qui se retrouve à nettoyer les toilettes à la fin, et on rit beaucoup, et on apprend aussi beaucoup d'elle, et on apprend à être assidu, etc. Et je pense que c'est un livre à suivre voilà, quand on commence à travailler. Le second, celui qui a toujours été un peu le livre qui m'accompagne partout, c'est un recueil de poèmes, et ce sont Les Fleurs du Mal. Et les fleurs du mal, le titre signifie les fleurs que l'on peut arriver à créer malgré le mal, c'est-à-dire ou bien que l'on peut tirer du mal. Ce n'est pas les fleurs du mal, mais c'est les fleurs c'est-à-dire le du qui veut dire provenance, qui préviennent du mal. C'est-à-dire qu'en fait, Baudelaire nous montre qu'en fait, il dit « j'ai pris ta boue et j'en ai fait de l'or ». C'est-à-dire qu'en fait, à toi de transformer ce que tu possèdes, quelle que soit la chose que tu possèdes. Lui, c'est avec de l'art, mais chacun en nous a sa force. Eh bien, il la transforme en quelque chose de beau, peut-être en quelque chose d'instructif, quelque chose qui peut servir à la société.
Et c'est dingue, j'avais jamais compris le titre comme ça. Et là, moi, oui. je viens d'apprendre quelque chose. Normalement, il y a un troisième livre, mais malheureusement, on est pris par le temps, donc l'émission est terminée. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de partager toutes vos connaissances avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sawa.